Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent tout avoir, tandis que d'autres luttent simplement pour survivre? C'est une question que s'est posée un économiste important, David Ricardo. Et j'ajouterais que c'est un personnage avec un sens de l'urbanisme assez développé pour l'époque. Est-ce seulement une question de travail acharné, ou y a-t-il autre chose en jeu? Et en effet, partout dans le monde, des millions de personnes travaillent sans relâche, mais restent piégées dans la pauvreté. Se pourrait-il que le système lui-même soit conçu pour profiter à quelques-uns, laissant les autres derrière? Approfondissons la question et découvrons la vérité sur qui profite réellement des ressources du monde. Au XIXe siècle, un économiste nommé David Ricardo nous a mis en garde contre cela. Ricardo, un penseur influent de son temps, a consacré une grande partie de son travail à comprendre le fonctionnement des économies et la répartition des ressources. Sa théorie de la rente foncière est devenue l'une de ses contributions les plus importantes au domaine de l'économie. Il a soutenu qu'à mesure que les populations augmentent et que les économies se développent, le prix des terrains augmente naturellement. Ce phénomène, selon Ricardo, n'était pas simplement une question d'offre et de demande, mais était profondément enraciné dans la structure même de la société et de l'économie. À mesure que de plus en plus de personnes s'installent dans les villes et que les zones urbaines s'étendent, la demande de terrain explose, ce qui entraîne une hausse des prix. Cela se produit indépendamment des améliorations apportées par le propriétaire. Même si le propriétaire ne fait rien pour améliorer le terrain, sa valeur continue d'augmenter en raison de facteurs externes tels que la croissance démographique et le développement économique. Ricardo a observé que cette augmentation de la valeur des terres ne profitait pas à l'ensemble de la société, mais enrichissait une minorité. Le résultat ? Un petit groupe de propriétaires terriens devient incroyablement riche simplement parce qu'ils contrôlent l'accès à cette ressource limitée. Ces propriétaires terriens ne contribuent pas nécessairement au développement ou au bien-être de la société, mais ils profitent énormément de l'augmentation de la valeur des terres. Cette concentration des richesses et du pouvoir entre les mains de quelques-uns crée des inégalités importantes et perpétue un système économique injuste. Ricardo pensait que c'était injuste et inefficace, et il prônait un système où les bénéfices de la propriété foncière seraient partagés plus équitablement. Il a proposé que les revenus générés par l'augmentation de la valeur des terres soient redistribués au profit de toute la société. Cette idée, bien que radicale à son époque, a influencé de nombreuses théories économiques modernes et reste pertinente dans les débats sur la justice économique et la répartition des richesses. Mesdames et messieurs, la Terre est une ressource naturelle vitale, au même titre que l'oxygène de notre atmosphère ou que l'eau de nos rivières. C'est pourquoi l'accès à la Terre est associé à la vie même. Mais que se passe-t-il lorsque cette ressource naturelle est privatisée ? Que se passe-t-il aujourd'hui lorsqu'on vend un terrain? La vérité, c'est qu'acheter un terrain piège souvent les gens dans un cycle d'endettement. Ils passent des années, parfois toute une vie, à rembourser des prêts immobiliers avec intérêt. Cela ne profite qu'à un petit groupe, les banques, les soi-disant investisseurs, les prêteurs et les propriétaires terriens, tandis que le propriétaire lutte sous le poids de sa dette. Il est temps de se demander, est-ce de la véritable propriété ou simplement une autre forme de contrôle économique? Une façon d'extraire la richesse du peuple et de la rediriger vers ce minuscule groupe de puissants? Les grandes entreprises, les sociétés immobilières, les propriétaires terriens et les riches investisseurs accumulent de vastes étendues de terres à travers le monde, les communautés locales, l'humanité elle-même, qui ont historiquement dépendu de ces terres pour leur subsistance, se retrouvent privées de toutes leurs ressources. Cette privatisation les empêche de cultiver leur nourriture, d'élever des animaux, d'ouvrir un atelier. Ainsi, la spoliation des terres affecte profondément l'économie en général. Ceux qui contrôlent la terre ont le pouvoir de contrôler le prix des terrains, le prix des denrées alimentaires, le prix du logement et de toutes les ressources naturelles qui peuvent être extraites de la terre, tenant des économies entières en otage face à leurs exigences. Cette concentration de la propriété foncière entre les mains de quelques-uns a des conséquences dévastatrices pour l'égalité et la durabilité. Cinquième partie. Le prix de l'existence.
payer pour ce qui était déjà nôtre. Imaginez qu'on vous fasse payer pour respirer l'air ou boire de l'eau. Ça semble absurde, n'est-ce pas? Mais, et si je vous disais que nous payons déjà pour des choses qui devraient être gratuites? C'est vrai, on nous oblige à payer pour la terre, une ressource naturelle comme l'air ou l'eau. Pourtant, au comble de l'irrationalité, nous l'acceptons facilement. Nous acceptons de payer pour la terre, une ressource tout aussi essentielle à notre survie que l'oxygène. La terre n'est pas juste un morceau de sol, c'est le fondement de notre existence. Nous payons pour le sol que nous foulons, pour chaque pas que nous faisons sur cette planète. Dès notre naissance, nous sommes conditionnés à accepter que la terre a déjà un propriétaire, et de plus, qu'elle a un prix. L'espace qu'occupent nos maisons, les endroits où nous construisons nos foyers et formons nos communautés. Et la terre qui produit nos aliments. Chaque bouchée que nous prenons est liée à un coût, un prix que nous payons pour quelque chose que la nature nous offre généreusement. C'est un système économique qui marchandise quelque chose qui devrait être un droit humain fondamental, l'accès à la terre elle-même. Ce système irrationnel et maudit n'affecte pas seulement les individus, mais aussi les communautés, l'environnement et l'État lui-même qui ne peut sortir des crises. Les manifestations pour les droits fonciers sont un exemple clair de la façon dont les gens se battent pour récupérer ce qui devrait leur revenir de droit. La terre est la vie, et sans elle, nous ne pouvons prospérer. Imaginez un monde où l'accès à la terre est libre de toute spéculation immobilière, où chacun peut profiter des ressources naturelles sans restriction. C'est le monde que nous avions, et c'était un monde d'harmonie et de paix millénaire. C'est le monde pour lequel nous devons nous battre. Section 6. Pris au piège d'un cycle d'inégalité. Au cœur de cette inégalité se trouve la privatisation injuste des terres et de ses ressources. Les communautés marginalisées luttent pour accéder à des terres fertiles et à des ressources essentielles, tandis qu'une minorité privilégiée accumule de vastes étendues de terres et des richesses. Cette disparité ne perpétue pas seulement la pauvreté, elle alimente aussi le ressentiment et le désespoir. Ce système n'est pas seulement injuste, il est insoutenable. La concentration des richesses entre les mains de quelques-uns crée un cercle vicieux où les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Les opportunités d'ascension sociale se réduisent et les barrières économiques deviennent insurmontables pour beaucoup. Le manque d'accès à une éducation de qualité, à des soins médicaux et à un emploi décent perpétue cette inégalité. À mesure que le fossé entre les riches et les pauvres se creuse, des troubles sociaux et de l'instabilité se produisent inévitablement. Les protestations et les manifestations sont une réponse à la frustration et à l'impuissance ressentie par ceux qui ont été laissés pour compte. L'inégalité économique n'affecte pas seulement les individus, elle érode également la cohésion sociale et la confiance dans les institutions. La crise climatique ajoute une autre couche d'urgence, car l'appropriation des terres pour l'extraction des ressources et l'agriculture monoculturale accélère la destruction de l'environnement. La déforestation et la dégradation des sols non seulement contribuent au changement climatique, mais déplacent également des communautés entières, exacerbant davantage les inégalités. La lutte pour les ressources naturelles s'intensifie et les conflits fonciers deviennent plus fréquents. Nous avons besoin d'un nouveau système économique, un système qui donne la priorité aux personnes et à la planète plutôt qu'au profit. L'agriculture durable et les pratiques communautaires peuvent offrir des solutions viables. En responsabilisant les communautés locales et en encourageant une gestion équitable des ressources, nous pouvons créer un avenir plus juste et durable. Il est temps de briser le cycle de l'inégalité et de construire un monde où chacun a la possibilité de s'épanouir. 7e section. Briser les chaînes. Abolir la spéculation foncière. Une solution est d'abolir la spéculation foncière. Cela signifie empêcher les gens d'acheter des terrains simplement pour les accumuler et voir leur valeur augmenter. Au lieu de cela, la terre doit être utilisée de manière productive, pour le logement, la production alimentaire ou la conservation. En éliminant l'élément spéculatif, nous pouvons rendre la terre plus abordable et accessible à tous. 8e section. Un avenir plus juste.
Il est temps de repenser la propriété. La privatisation des terres est un système conçu pour voler les majorités. En termes formels, ce processus peut être vu comme une manière d'extraire la richesse du peuple et de la rediriger vers un groupe restreint de puissants propriétaires terriens. Nous allons commencer par définir ce que nous entendons par privatisation des terres. Ce phénomène implique le transfert de la propriété de terres, qui était auparavant du domaine public ou communautaire, à des mains privées. À première vue, il peut sembler que cette mesure encourage l'investissement et le développement économique. Cependant, il est crucial d'analyser ses répercussions sociales et économiques. La privatisation aboutit souvent à la concentration de la propriété foncière. Un petit nombre d'individus ou de sociétés acquièrent de vastes étendues de terrain, tandis que les communautés locales, qui ont historiquement dépendu de ces terres pour leur subsistance, se retrouvent dépossédées de leurs ressources. Cette dépossession affecte non seulement l'économie locale, mais aussi érode la culture et l'identité des communautés. De plus, la privatisation peut mener à l'exploitation des ressources naturelles. Les propriétaires terriens, motivés par le profit, peuvent privilégier la production à grande échelle et l'exportation, au détriment des besoins locaux. Cela non seulement aggrave les inégalités économiques, mais peut également avoir des conséquences dévastatrices pour l'environnement. Il est important de souligner que la privatisation des terres n'est pas un phénomène isolé. Elle est souvent accompagnée de politiques gouvernementales qui favorisent les intérêts des puissants, à tel point qu'aujourd'hui même, ils ne paient pas d'impôts sur leurs millions de terrains vagues, tandis que les voix des communautés affectées sont ignorées. Le manque d'accès à la terre et aux ressources essentielles perpétue un cycle de pauvreté et de dépendance. En conclusion, la privatisation des terres peut être perçue comme un mécanisme, comme une machine qui extrait la richesse du peuple et la redirige vers un petit groupe de propriétaires terriens. Il est fondamental de promouvoir des politiques qui protègent les droits des communautés et garantissent un accès équitable à la terre, afin de construire un avenir plus juste et durable pour tous. Ces nouveaux systèmes doivent prioriser le bien-être collectif et garantir que chacun ait accès à un morceau de terre, si nécessaire pour prospérer. 9e section. Il est temps de parler. Le système actuel profite à quelques-uns au détriment de la majorité. Il est temps d'exiger un changement. Une solution simple et efficace pour aborder ce problème est la mise en place d'une taxe sur les terrains vagues. Actuellement, les propriétaires terriens et les spéculateurs, ou grands propriétaires de terrains vacants, ne paient pas d'impôts significatifs. Plus précisément, ils ne paient qu'un boliviano par an et par terrain vague. C'est cette taxe ridicule qui leur permet de conserver leur propriété sans aucune pression économique. Cependant, si l'on instaurait une taxe de $200 par an et par terrain vague, cela inciterait les propriétaires à développer leurs terrains ou, du moins, à les mettre sur le marché, créant ainsi une suroffre de terrains vagues. Et ici, en Bolivie et dans le monde, il existe des millions et des millions de terrains vagues. Cette taxe non seulement générerait des revenus pour les caisses municipales, mais pourrait également être utilisée pour financer et améliorer les infrastructures de la communauté, voire pour supprimer le reste des impôts néfastes qui pénalisent les entrepreneurs. De plus, en taxant les terrains vacants, on découragerait la spéculation, car les propriétaires devraient prendre en compte le coût de l'entretien d'un terrain non utilisé. La mise en œuvre de cette mesure pourrait être un pas décisif vers la régulation du marché immobilier, favorisant un développement plus équitable et accessible à tous. En conclusion, taxer les terrains vagues est une stratégie viable et efficace pour éliminer la spéculation immobilière et favoriser un environnement urbain plus juste. La spéculation immobilière a été un facteur déterminant dans l'augmentation de la pauvreté au sein de nombreuses communautés. Lorsque les prix des logements sont artificiellement gonflés, les gens sont obligés de consacrer une part importante de leurs revenus à se loger, ce qui limite leur capacité à investir dans d'autres domaines de leur vie, tels que l'éducation, la santé et l'entrepreneuriat. En éliminant la spéculation immobilière, on peut créer des conditions plus justes et équitables pour tous. Cela permettrait aux gens d'accéder à des logements abordables, ce qui leur donnerait la possibilité d'ouvrir des ateliers, de cultiver des terres et d'élever des animaux.
la possibilité de financer leur propre logement sans le fardeau de prix exorbitant, encouragerait l'autosuffisance et le développement économique local. De plus, en réduisant la pression sur le marché immobilier, on créerait un environnement propice à la création de petites entreprises. Les ateliers et les entreprises locales contribueraient non seulement à l'économie, mais renforceraient également le tissu social des communautés, en promouvant la collaboration et l'entraide entre voisins. En conclusion, en s'attaquant à la spéculation immobilière, on ne lutte pas seulement contre la pauvreté, mais on ouvre un éventail de possibilités pour que les gens puissent prospérer. Nous devons remettre en question le statu quo et plaider pour un système de propriété foncière plus juste et équitable. Élevons nos voix et créons un monde où chacun a la possibilité de s'épanouir. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos opinions dans les commentaires.